Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir la famille africaine. Donc, quand on dit la famille africaine, ça veut dire mes frères et mes sœurs d'Afrique qui sont sur le continent et aussi ceux de la diaspora. Donc, je vous pense mon bonsoir, comme on dit, salam salam. Donc, ce soir, je tenais à faire cette live pour parler d'une situation vraiment, je peux dire, dramatique. Donc, depuis quelques jours, je pense que la majorité d'entre nous ont vu cette vidéo circuler. Ce qui se passe à la frontière entre l'Espagne et le Maroc. On a vu nos frères dans des. C'est le drame quand même, on peut dire que c'est le drame. Et c'est bizarre, hein, depuis 2 jours, voire 3, le mutisme qui s'ensuit. Rares sont ceux qui se sont prononcés sur ça. On n'a même pas entendu certains médias en parler, c'est comme si rien ne s'était passé. Et là, vraiment, c'est horrible quand même, c'est horrible. Maintenant, ça revient à faire la situation. Donc, depuis des années, hein, on en parle, cette émigration clandestine, dite irrégulière. On a vu ce qui s'est passé depuis des années au niveau de nos frontières. Ça veut dire que via les mers, on a vu combien de nos enfants, des fils d'Afrique et des filles d'Afrique, ont perdu la vie à travers cette traversée. Selon quoi, vers un rêve, vers un mirage, cette Eldorado européenne, qui fait en sorte que la mer ne fait que, on peut même dire que beaucoup de nous sont restés, et même quand on y parle, c'est, on- c'est douloureux en fait, c'est douloureux de voir ça depuis des années. Et si c'est pas la mer, c'est le désert. On voit ce qui se passe sur le désert. Les trafics, on dit même trafic d'hommes, hein, trafic d'humains qui se passe au niveau des frontières à travers le désert. Et jusqu'à présent, on en parle et on dirait que la jeunesse africaine ne veut pas comprendre. Si les autorités ne font rien, si les Européens ne veulent pas d'eux, parce que aussi, quand on parle, il faut qu'on se dise la vérité. On l'appelle comment? Immigration clandestine irrégulière. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode, pas le bon moyen pour quitter ici et aller là-bas. Maintenant, si on persiste, ou bien nos frères et nos soeurs persistent tant dans cette lancée de vouloir prendre la mer, euh, le désert au péril de nos vies, ça pose problème. Et on voit que ça caractérise un désespoir, hein, un désespoir assez large. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui peut pousser à un jeune Africain, hein, à une jeune Africaine, au fleur de l'âge, de vouloir se tuer. Parce que moi, je qualifie ça de suicide. Souvent, les gens disent non, il ne faut pas qualifier que de suicide. Mais quand on brave la mer, quand on brave le désert pour aller vers l'aube, ça, c'est se suicider. Maintenant, parce que tout le monde sait ce qui se passe, les conditions par lesquelles les voyages se font à travers la mer, hein, le nombre de bateaux qui prennent l'ancre et le nombre d'arrivées, tout le monde sait ce qui se passe. Et même d'après les rescapés, tous les témoignages qu'on a eu à entendre, c'est flippant, c'est flippant. Et maintenant, si les jeunes continuent comme ça à braver la mer au prix de leur vie, ça pose problème. Le désert, on en parle, on en parle. Combien d'Africains ont été, hein, retenus esclaves? On dit même esclaves, hein, des traitements inhumains qui sont vendus. On l'a vu des enchères d'Africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le désert. Pourquoi? Pour aller à l'Europe et ils se sont fait attraper. Et le monde international dans tout ça, on dit rien. On dit que pourquoi c'est à eux, ils ont choisi une manière illégale. Maintenant, est-ce que le fait que c'est une manière d'aller illégale, hein, justifie ce qui se passe actuellement? Comment on peut traiter des humains en 2022 de cette manière-là? On parle des frontières, on parle de ces accords-là, on parle de tout ce qui se passe, mais les Africains dans tout ça.
Le désespoir, qu'est-ce qui fait ce désespoir? Qu'est-ce qui fait que même si la loi est là, on brave les interdits pour aller vers eux? Qu'est-ce qui fait que même on les torture, on les tue, on les déshonore, on piétine leur dignité, mais ils continuent à braver ces interdits? Ça veut dire qu'il y a un problème. On doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui fait que nous, ou bien la majorité d'entre nous, les jeunes sont prêts à prendre ce risque, sont prêts à perdre leur dignité, leur honneur pour juste gagner leur vie au-delà de nos frontières. Ça veut dire que la situation africaine est désastreuse. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe dans nos pays qui fait que les jeunes préfèrent ailleurs que chez soi. Maintenant, le débat est large. Le sujet, chacun a ses points de vue. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça veut dire qu'il y a problème. Et s'il y a problème, tout le monde est d'accord qu'il y a problème. Maintenant, quel est le problème? Chacun peut situer de différents niveaux. Mais moi, je dis que la première responsabilité incombe à nos dirigeants. On a vu depuis 2 à 3 jours quels sont les dirigeants africains qui ont, qui se sont prononcés sur ça, qui ont dénoncé, qui ont condamné, ou bien qui se sont juste prononcés, ne serait-ce que pour s'indigner par rapport à ça. On n'en voit pas, ou bien s'il y en a, c'est rare. Et l'Union africaine a tout ça. Et quand on parle de l'Union africaine, on parle de notre président parce qu'il est l'actuel président de l'Union africaine. Aujourd'hui, on voit qu'il y a le sommet du G7. Qu'est-ce qui empêche au président de parler au nom de l'Afrique et que l'Afrique puisse vraiment régler cette question-là avec ses compères européens? Que ces images qu'on voit là, que cette désolation, que cette frustration qui fait que, quoi qu'on puisse dire, la situation est telle il faut des solutions. Ça veut dire aussi que les dirigeants africains doivent se remettre en question. Qu'est-ce qui se passe chez eux pour que cette situation ne cesse depuis des années de se traduire? On a vu des centaines, des milliers de jeunes mourir par la mer, mourir par le désert, ou bien se faire vendre en esclave, ou bien être maltraités, juste parce qu'ils ont voulu aller chercher ailleurs un meilleur devenir ou bien une meilleure vie. Ça veut dire que chez nous, nos autorités ne font pas leur boulot. Ça veut dire qu'ici en Afrique, les dirigeants ne font pas leur job. Quel est le job à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, la première question qui vient, ça veut dire que la précarité, la misère. Parce que quand on dit précarité, on dit misère, ça veut dire que les conditions de vie de la jeunesse africaine posent problème. On en parle, prenons l'exemple du chômage. À chaque fois, on dit que le taux de chômage est en train d'augmenter. On parle de chômage, on parle de sans-emploi, on parle de sous-emploi, on parle de problèmes même d'employabilité dans nos pays. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est pas à l'État de créer des postes de l'emploi. L'État, son rôle, c'est de rendre favorable le milieu. Ok, qu'est-ce qui vous empêche de rendre favorable le milieu pour que chacun puisse gagner sa vie dignement, avoir un boulot décent, rester chez soi et travailler? Parce que certes, les responsabilités sont partagées. Je ne dédouane pas les jeunes, mais je commence par les autorités parce qu'ils sont les premiers à être interpellés par la question. Quand on est président, ça veut dire qu'on a un projet de société. Quand vous avez un projet de société, ça veut dire que tu es en rendez-vous avec ton peuple, ta population. Et quand on parle de la population africaine, on est à 75% des jeunes. Ça veut dire que des moins de 35 ans. Des jeunes qui sont en âge de travailler, en âge actif, où ils doivent être productifs pour leur pays, ils doivent être productifs pour leur nation, ils doivent être productifs pour leur communauté et pour leur famille. Qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes-là? Eh oui, que nous faisons tout pour rendre le milieu favorable. Comment? Quel est le secteur primaire de la majorité de nos pays? C'est l'agriculture. On a des terres ici, on a de l'eau ici. Qu'est-ce qui empêche l'industrialisation de l'agriculture? Quand on parle d'industrie de l'agriculture, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur qui fait de l'agrobusiness. Mais rares sont ceux de chez nous qui font de l'agrobusiness. Qu'est-ce qui empêche à l'État d'industrialiser l'agriculture, d'industrialiser certains secteurs de l'économie? Parce que c'est l'industrie qui pourvoit des emplois.
C'est l'industrie qui pourvoit des emplois. Certes, on a fait la politique de l'entrepreneuriat. On a formé des jeunes. On a essayé de capaciter des jeunes. Mais n'empêche, ça pose problème parce qu'il n'y a pas une diversité de l'offre. Si tous les jeunes font la même chose, il n'y aura pas de productivité ou de rendement comme on le voudrait. Donc ça veut dire que même la préparation de ces jeunes, la formation de ces jeunes incombe à l'État. Certes, on voit depuis des années nos États faire des efforts, mais ça reste énormément. Ça veut dire qu'il faut industrialiser nos pays, qu'on arrête l'importation, qu'on importe à manger, le riz on importe, l'huile on importe, le sucre on importe, les denrées de première nécessité, tout est importé. Qu'est-ce qui nous empêche de faire des industries qui font que l'agriculture marche, que tout ce dont on a besoin, on sait que nos pays ont besoin de ça, qu'on organise les jeunes, qu'on les fasse travailler dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui empêche à nos dirigeants de faire ça? Maintenant, il y a l'industrie, la transformation, on sait que c'est capital. Il y a des choses qu'on peut faire chez nous. Pourquoi on n'augmente pas les industries? On ne travaille pas à faire des pôles industriels pour faire travailler nos jeunes et pour faire développer nos économies et pour faire reculer la pauvreté, la misère. Et ça, c'est la responsabilité de nos dirigeants. Ce n'est pas aux jeunes ni aux aînés de le faire. C'est le pouvoir de l'État. Seul l'État a cette capacité de faire ça. Qu'est-ce qui l'empêche? Rien ne l'empêche. Les milliards qu'on entend de gauche à droite ne pouvaient pas créer des usines, ne pouvaient pas rendre un secteur plus. Les secteurs informels, qu'est-ce qui nous empêche de les formaliser? Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté étatique de nos micro-États, un peu partout, je dis, dans notre globalité, surtout dans la sous-région ouest-africaine. Donc, ça, c'est l'État. L'État seul peut le faire. Maintenant, je reviens à l'élite. L'élite intellectuelle qui est là, certes, eux aussi, ils ont leur responsabilité dans ça. C'est bon de condamner, c'est bon de montrer le bon exemple, mais c'est bon aussi de prendre les jeunes, de les guider. Vous savez, on a un problème grave en Afrique. C'est quoi? Nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Parce que nos aînés, l'intelligentsia africa, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de proposer comme réponse à tout ça? Vous êtes là, vous voyez vos petits soeurs, vos petits frères prendre le risque de perdre la vie juste pour aller en Europe, en Espagne, en France, en Belgique, juste pour espérer avoir une vie meilleure. Pourquoi vous ne les prenez pas en apartheid? Vous leur parlez, vous leur montrez les conséquences de ça, du risque à prendre, que ça ne vaut pas la peine, de le conscientiser, que si tous les jeunes vont, quels sont les jeunes qui vont bâtir notre pays? Et il y a aussi quelque chose. On voit nos grands, je vous respecte énormément, mais aussi il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont là à parler. Je parle de nos leaders qui se disent leaders panafricains. Un peu partout, on les voit, ils sont là à parler, à gueuler. Excusez-moi du terme, à gueuler. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement à ces jeunesses-là? Parce que vous êtes nos leaders, c'est ce qu'on dit. On s'identifie à vous, vous êtes nos modèles. Qu'est-ce que vous nous proposez? Quels sont les projets concrets que vous avez posés en Afrique, dans vos pays respectifs, pour faire ancrer ou bien faire rester les jeunes là-bas? Il n'y en a pas. Ou bien s'il y en a, c'est rare et c'est trop minime par rapport aux besoins que nous avons. C'est bon de dénoncer. C'est bien de taper sur nos dirigeants. C'est bien de taper sur la table. Mais chacun de nous a la responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour aider ces jeunes-là à se concrétiser, aider ces jeunes-là à rester au pays? Parce que quand on dit qu'on est intellectuel, ça veut dire qu'on a de la matière, on a de l'intelligence. Qu'est-ce que vous empêche d'utiliser cette intelligence pour l'Afrique, pour vos frères et vos cadets, vos sœurs, vos cadets et vos cadettes qui sont au pays pour qu'ils ne prennent pas la mer ou bien le désert? Il n'y en a pas. Vous êtes juste là à frimer, à jouer le beau, à jouer la grande dame.
à nous faire des discours comme vous savez le faire. Mais quel projet vous avez mis sur place qui a employé des jeunes, qui s'est fructifié, qui a changé la vie de tant de jeunes dans vos pays respectifs? C'est bien, c'est beau de s'indigner, c'est beau de montrer que on est meurtri, mais quelle est votre part de responsabilité dans ça? Après, je parle de qui? Toujours de nos dirigeants africains. Nous sommes des pays vraiment bénis. La terre africaine, elle est bénie. On a du pétrole, on a du gaz, on a du cobalt, on a tellement de richesses qui sont dans nos sous-sols. Et qui en bénéficie? Est-ce que ce n'est pas paradoxal de dire que la terre africaine est remplie, bénie de toutes ces matières qui font vivre le monde et que l'Afrique ne s'en bénéficie pas? Et que la pauvreté est là, et que la misère est là, et que sa jeunesse, son avenir est obligé, ou bien se trouve dans des conditions tellement difficiles qu'il préfère prendre le risque de partir dans des conditions extrêmement pénibles et risquées. Ça veut dire que c'est paradoxal. Vous, les dirigeants africains, vous, les paysans africains, est-ce que c'est pas temps que les ressources de l'Afrique bénéficient aux Africains? Que le pétrole qu'on entend un peu partout là, que les jeunes Africains savent que son pays est riche en pétrole, savent que son pays a du gaz, savent que son pays a du cobalt, son pays a ceci, son pays a cela, qu'au moins ils se sentent que lui, au moins les ressources de son pays lui apportent quelque chose. Pourquoi on est obligé de tout donner à l'autre et nous rien? Que si l'autre est là, il vient, il s'en sert comme il veut, avec des contrats. Tout le monde sait ce qui se passe. Parfois même, on ne sait même pas dans quel état d'esprit on peut signer certains contrats par rapport à nos matières premières. Et ça, est-ce que ce n'est pas le moment qu'on arrête d'exploiter l'Afrique, de sous-exploiter l'Afrique comme ça? Vu tout ce qui se passe depuis ces années avec tous ces jeunes qui mangent juste parce qu'ils veulent avoir quelque chose de meilleur. Alors que chez eux, il y a tout. Dieu a béni la terre africaine. Dieu a béni l'Afrique. Mais malheureusement, nos dirigeants ne font rien pour que cette bénédiction-là soit capitalisée au profit des enfants de l'Afrique. Et vous voulez que ces jeunes restent là? Certes, ces jeunes-là ont leurs responsabilités. Et on va en revenir. Ils ont leurs responsabilités dedans. Mais vous là, vous qui avez promis, qui avez juré de prendre toutes leurs préoccupations premières, qu'est-ce que vous avez fait, chers dirigeants africains? Président africain, qu'est-ce que vous avez fait pour que l'Afrique s'en sorte? Qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter cette saignée africaine-là, de voir tous nos enfants périr en mer, de voir tous nos enfants être maltraités dans le désert, être vendus en enchère? Qu'est-ce que vous avez fait pour corriger ces erreurs-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour estomper cette saignée-là? C'est ça la question du moment. Oui, c'est bon de tweeter. C'est bon de faire des interventions à gauche et à droite. Mais concrètement, quel est votre projet de société pour que vos enfants puissent vivre dignement dans leur pays et faire développer leur pays? Ça, c'est votre responsabilité. Maintenant, le respect de l'Afrique, c'est les Africains dans notre globalité. Chacun est dans son coin à gérer ses intérêts. Chacun est dans son coin à faire ses affaires avec l'autre. Mais dans la globalité, quel est l'intérêt de l'Afrique dans tout ça? Si l'Europe ose traiter les Africains d'une certaine manière, comme des animaux dans les frontières, c'est parce que nos dirigeants ne se sont pas fait respecter. Parce que si c'était l'enfant du Chinois, si c'était l'enfant de l'Américain, si c'était l'enfant, il y a certains enfants de certains pays ou continents, on n'ose pas les traiter ainsi. Parce que chez nous, tout est permis. Parce que nous ne nous faisons pas assez respecter. Maintenant, on vient à la jeunesse africaine. Hey, frères et sœurs, quel désespoir puisse vous animer à un certain niveau. Oui, les inégalités sociales,
l'Afrique est meurtrie. Nos pays souffrent d'inégalité sociale. Il suffit de vivre en Afrique, d'être africain, de vivre dans nos sociétés pour savoir qu'il y a une inégalité frappante qui est là dans tous les aspects, dans tous les domaines. On ressent cette injustice sociale. L'injustice sociale qui fait que le fils de X, la fille de Y, va toujours s'en sortir au détriment de celui de Z ou de L. Ça veut dire que nous ne sommes pas à égale dignité devant les richesses. Nous ne sommes pas à égale dignité devant le peu qu'on a. Maintenant, ce qui fait que certains sont aptes à, d'autres ne sont pas aptes à, c'est vrai, et on n'en disconvient même pas. On vit la pauvreté, on vit la misère, mais hélas, où est la dignité africaine dans tout ça? Et notre dignité, on a fait quoi? Pourquoi nous acceptons d'être humiliés à travers les frontières, à travers le monde? Parce que c'est seulement les Africains qu'on montre entassés comme ça, comme des sardines. C'est seulement en Afrique qu'on voit ça. Tu ne vas jamais voir d'autres font ça. C'est juste nous qui faisons ça. Est-ce qu'à un moment, ce n'est pas aussi de la facilité, mes chers? Est-ce que ce n'est pas facile de courir, de partir? Est-ce que ce n'est pas facile d'aller vers autre terroir que de rester chez soi et de se battre? Certes, c'est difficile. Certes, c'est même parfois pénible d'être là. Mais c'est à qui de changer ça? C'est à nous. On est là à se dire oui, la jeunesse africaine est l'avenir, c'est parce que l'Afrique de demain, c'est nous. Le grand rendez-vous, c'est en Afrique. Qui va faire ce grand rendez-vous? Qui va rendre favorable ça? Qui va faire que ce qu'on a prédit depuis des générations se fasse? Nous qui fuyons comme ça le continent parce que c'est difficile, on préfère se réveiller en France, aux États-Unis, en Italie, Belgique, Espagne que de se réveiller en Afrique. Et ça, c'est être digne. Et ça, c'est être courageux, être brave, alors qu'il y a des dignités que nos ancêtres nous avaient inculquées. Ça veut dire que même si on va mourir, on va se battre dignement pour nous, les siens. On va se battre dignement pour les nôtres. Il faut arrêter ça. Il faut stopper ça. Ça, c'est facile. Ça, c'est easy. Oui, les conditions ne sont pas favorables, mais c'est à nous de rendre ces conditions favorables. Nos dirigeants ne font pas ce qu'on attend d'eux. Ou bien, par rapport à nos dirigeants, on est toujours dessus. Hey, c'est à nous de les exiger. Parfois, on nous dit quoi? Chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Ça parle quand on te dit que chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Ça veut dire que si on a des dirigeants qui se permettent de se comporter comme ça, en favorisant les autres sans nous, parce que c'est à cause de nous, de notre comportement. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? On est là aussi, parfois, hein, j'ai l'habitude de me chamailler avec mes aînés à cause de certains jugements qu'ils font envers nous. Mais aussi, parfois, je dis qu'ils ont raison. Nous sommes aussi, d'une part, paresseux dans la majorité. Certes, on a d'extrêmes qui sont braves, qui sont fiers d'être africains, qui se battent dignement au jour le jour. Mais de la même manière, on a vu d'autres qui ont tendance à chercher la facilité. Maintenant, en plus de ça, il y a le manque de confiance. Ce qu'on cherche ailleurs, on peut avoir mieux que chez nous, comment? En ayant confiance en nous, en travaillant nos terroirs. Chaque nation se construit par ses fils. Chaque nation se construit par ses filles. C'est les enfants des nations qui font les nations. Les nations fortes ont été bâties par leurs propres enfants. Si nous voulons une Afrique forte, c'est à nous de le bâtir. Comment? En restant, en nous donnant le meilleur de nous, mais aussi en nous unissant. Qu'on sache que on a le même passé et on va subir le même sort pour notre avenir si rien n'est fait. Les dirigeants ont le pas de responsabilité. L'intelligentsia africaine a sa part de responsabilité. Mais nous, jeunes aussi, on a notre part de responsabilité. Et les parents ont le part de responsabilité. Je prends l'exemple de la société sénégalaise.
Et c'est presque un peu partout la même chose. On a des sociétés qui sont comme ça, qui font que parfois, ils ont aussi leur part de responsabilité dans les choix de leurs enfants. Quand tu mets trop la pression à ton enfant, comme il doit faire ça, il doit avoir une maison, il doit avoir une voiture, il doit. Et que l'enfant n'a pas les moyens actuellement pour ça, l'enfant va penser que aller ailleurs peut lui être favorable. Alors que parfois, c'est le drame qui l'attend là-bas. Donc les parents aussi, il faut qu'on se ressaisisse de ne plus mettre trop de pression sur les enfants. Parce que quand on a la foi, quand on a foi en Dieu et quand on a foi en nous-mêmes, on saura que chaque chose a son temps. Dieu bénit tous les efforts consentis. Dieu est miséricorde et Dieu est généreux. Donc, et même les aînés, les anciens te le disent, tout ce que tu donnes à la terre te le rend au centuple. Ça veut dire que c'est à nous de travailler, c'est à nous de croire en nous et de savoir que si on s'y met, un jour ça viendra, mais on y sera. Mais comment? En étant patient. Comment? En se donnant du temps. Certes, la pression est parfois énorme, énormissime même, mais d'être fort, de ne pas flancher devant ou bien sous tant de pression. Aussi, nos aînés de la diaspora, il faut aussi dire la vérité à vos petits frères et sœurs qui sont là. Que là-bas aussi, ils galèrent souvent. Et que parfois, l'effort consenti ailleurs, le tiers, ou bien le quart, le tiers même, ou bien les deux tiers, si tu le consentis chez toi, tu peux avoir beaucoup plus que chez l'autre. Parce que chez l'autre, c'est beaucoup plus dur, parfois, de s'exceller là-bas que chez soi. Donc, pourquoi les jeunes sont prêts à se tuer là-bas, au boulot, et ici, c'est tout le temps le palabre. Le culture du travail aussi fait défaut. On est là à parler, mais rares sont les travailleurs authentiques. Rares sont les valeurs, ceux qui arrivent à capitaliser leurs compétences. Donc, c'est douloureux, hein? C'est pas facile quand même. Et ce qui est écœurant, c'est le mutisme qui s'en est suivi depuis que ça s'est passé. Ça veut dire que le sort de l'Afrique commence même à ne plus intéresser les Africains eux-mêmes. C'est juste ça. S'il y a ça, on le voit, on ne le dit pas, ça veut dire qu'en tant qu'Africains, ça ne nous intéresse pas. Et là, ça veut dire qu'aussi, il y a un autre problème qui va se poser. Le problème de état d'esprit. Le problème de où en sommes-nous actuellement. Est-ce que nous sommes conscients des vrais enjeux qui se posent? Est-ce que nous sommes conscients des enjeux à définir? Je pense que parfois on est là, on se pense être conscient, mais réellement si on est conscient, il y a des comportements qu'on va jamais adopter au plus grand jamais. Même si on allait, comme on le dit, hein, marcher du sable ou bien crever de faim, on va jamais braver la mer, on va jamais braver le désert pour juste l'Eldorado européen, alors que même l'Europe n'est plus ce qu'elle était. Il faut suivre l'actualité, étudier ce qui se passe ailleurs, analyser la situation pour savoir même l'idéal européen, le rêve qu'on nous vendait n'y est plus. Donc, chers frères et sœurs, restons chez nous, travaillons nos pays, rendons fertiles nos terres et rendons prospères nos terroirs. Ce sera jamais aux Français, aux Espagnols ou à l'autre de venir bâtir nos pays. C'est à nous. Et maintenant, c'est à nous de le faire. Même si nos dirigeants ne nous suivent pas, c'est à nous de les imposer de nous suivre. Hey, nous voulons ceci et nos dirigeants vont faire cela. Mais comment? Par des attitudes responsables. Comment? Par l'intelligence. On ne peut pas disconvenir que nous ne sommes pas réfléchis. Mais juste que, est-ce que nous adoptons les bonnes méthodes? Est-ce que les stratégies qu'on pose sont les bonnes? Je pense que si on y va ensemble et que l'Afrique soit le trait d'union qui unit nous tous, surtout son devenir, vraiment, il y a des choses que nul Africain ne doit plus
ne doit plus y penser. Et c'est assez quand même, on en a assez de cette saignée-là. Il faut que ça s'arrête par tous les moyens. Maintenant, l'Europe a ses manières de faire, même si ce n'est pas les bonnes méthodes. Hein. On, on est écœuré de ça. Hein. On est vraiment sidéré. Mais nous aussi, il faut qu'on se ressaisisse, qu'on remédie à certaines choses, qu'on qu'on revoie nos comportements, que l'Afrique est à nous et c'est aux Africains de construire l'Afrique. C'est aux Africains de rendre prospère l'Afrique et c'est aux Africains ensemble, dirigeants, les intellectuels, l'élite intellectuelle, la jeunesse, de travailler ensemble dans la même dynamique, de renforcer notre continent et de le développer. Si on dit que chaque peuple a son dirigeant, ça veut dire que chaque peuple a le dirigeant à son image, ça veut dire qu'il y a des questions qui se passent. C'est à nous, à travers nos comportements, d'exiger de nos gouvernants des comportements responsables. Même ils seront obligés, hein, obligés de s'y soumettre parce que ils sauront qu'ils ont devant eux des jeunes déterminés, hein, des jeunes qui sont prêts à changer la donne. En tout cas, c'était ça que je voulais partager. Je pense que c'était pas si long que ça. Mais je pense que je comprends pas qu'on puisse être silencieux par rapport à tout ça, qu'on ne dise rien, qu'on laisse passer et que c'est comme si nous ne sommes plus intéressés par notre propre malheur. Il faut qu'on prenne les responsabilités, que les responsabilités soient assumées dans notre globalité. Ça veut dire que chacun, à partir de son niveau, hein, chacun a une part de responsable dans tout ça. Et ensemble, on ira vers la conscience collective qui fera que, à l'avenir, qu'on puisse plus assister à des scènes comme ça, que les dirigeants fassent ce qu'ils ont à faire devant les instances internationales pour que ces traitements déshumains envers nos frères et sœurs s'arrêtent à l'interne, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour que cette saignée-là se rue vers les mers et le désert s'estompe et que nous aussi à l'interne qu'on se dise la vérité et qu'on s'y mette pour changer la face de l'Afrique. C'était ça mon cri de cœur de ce soir. Donc je m'excuse dans mes propos, hein, j'ai heurté des consciences où ça n'a pas plu à un frère ou à une soeur, mais il faut juste savoir que c'est l'engagement qui fait ça. Il faut savoir que c'est la passion que j'ai pour l'Afrique qui fait que parfois je ne peux pas me taire sur certaines choses. Maintenant, quand on est devant une certaine situation, on peut ne pas être cru. Parce qu'il faut qu'on apprenne à dire les choses comme elles sont. Maintenant, personne n'a le monopole du savoir, personne n'a le monopole de la clairvoyance, hein, ou bien de la sagesse, mais chacun essaie d'apporter sa passion. Hein. Et moi, de mon côté, j'ai essayé de faire ce que je pense que je devais faire. Donc, sur ce, chers frères et sœurs, je vous dis bonsoir et à la prochaine.